cette comparaison entre la thérapie manuelle orthopédique et donc l'ostéopathie. Suite à un problème technique, j'ai été coupé là, mais c'est pas plus mal, comme ça on sépare la présentation en deux, parce que ça prend un peu de temps. Et donc, pour reprendre par rapport à la notion de douleur, par rapport à ces notions de douleur, on a donc si la douleur c'est le feu, on a des facteurs constituants, qui est le bois d'allumage du feu, qui sont les facteurs constituants, comme je l'ai dit, donc l'anatomie, la biomécanique, les anomalies tissulaires, les facteurs génétiques. Mais il n'y a pas encore le feu, donc c'est-à-dire douleur, suite à ces facteurs constitutionnels. Pour qu'il y ait le feu, il faut des facteurs déclenchants, et les facteurs déclenchants, donc ça va être représenté ici par l'allumette, pour mettre le feu aux poudres, et ici en l'occurrence au bois. C'est donc des facteurs qui déclenchent la douleur, donc c'est la fatigue, manque de sommeil, surcharge psychique, surcharge physique, donc c'est un ensemble de différents stresseurs physiques et psychiques liés au modèle biopsychosocial et aux facteurs d'hygiène de vie. Et alors on a donc la nociception, donc on a le feu qui va commencer à se mettre en place sur des nociceptions qui sont mécaniques, chimiques, etc., qui ont de différentes structures anatomiques qui vont envoyer une douleur. Après, il y a des facteurs d'entretien, voire d'aggravation de la douleur, ce qui fait que le feu va prendre de l'ampleur dans ce qu'on appelle les facteurs d'entretien. Et donc, on a les attitudes et les croyances par rapport à ces douleurs. On a les mécanismes de douleur spécifiques, les évitements de certains mouvements, par exemple, au contexte social, environnemental, etc. Il y a du vent qui peut souffler dessus avec des pensées négatives. J'ai de l'arthrose, ça ne va jamais s'améliorer. Focaliser sur le fait qu'on a une hernie discale, que ça c'est grave, alors que c'est pas grave du tout, en général dans la majorité des cas. Et donc toutes ces pensées négatives qui vont faire que le feu va s'auto-entretenir pendant longtemps, parfois, donc développer la douleur chronique, voire même prendre beaucoup d'ampleur. Ensuite, après, donc, le rôle du kiné et de la thérapie manuelle par rapport à ces douleurs, dans cette approche cognitivo-fonctionnelle, c'est de faire de l'éducation aux neurosciences par rapport à la douleur, sur ce qu'on appelle l'adaptation tissulaire physiologique ici, que la douleur est une alarme, c'est pas pour ça qu'il y a quelque chose de grave, et ainsi de suite. Et donc, c'est le couvercle qu'on va commencer à poser sur le feu, donc par l'éducation notamment aux neurosciences. Après, on a aussi la mise en situation progressive, d'accord, psychique et physique, donc exposition graduelle au mouvement et aux activités. Et alors, le thérapeute peut aussi désensibiliser à l'alarme, en essayant de comprendre, de communiquer ce qui se passe, en essayant de changer la perception de la douleur, donner des outils pour changer le contexte. Il n'essaie pas de corriger le corps, mais donne de nouvelles options de mouvement éventuellement, donc plus une rééducation cognitive et fonctionnelle. Donc on a un axe modulation des symptômes ici, et aussi un autre axe qui est contrôle moteur et éducation thérapeutique. Et donc c'est avec ce couvercle-là qu'on va venir essayer d'étouffer la douleur. Et donc la douleur est vue au départ dans son aspect nociceptif au niveau des différentes structures, donc articulaires, musculaires et neurales. Il y a une évaluation de l'expérience douloureuse par le thérapeute, d'accord, qu'est-ce que ça représente pour le patient avec ses propres mots, et aussi en termes d'intensité avec différents outils, et quelle est la réaction comportementale du patient par rapport à cette douleur. C'est très très important. Est-ce que le patient est un avoider, donc est-ce qu'il va éviter certaines activités de loisirs ou même le travail, par exemple, à cause de ces douleurs? Est-ce qu'il considère qu'il faut qu'il y ait une douleur zéro avant la reprise de ses activités, ce qui est une fausse croyance de nouveau aussi, etc. Et quel est le rôle social de la douleur et de la maladie, aussi bien au niveau professionnel que familial, etc. Donc ça c'est important d'un petit peu préciser comment la douleur est abordée en thérapie manuelle. Alors d'un point de vue plus de nouveau maintenant ostéopathique, on a ce fameux modèle biopsychosocial qui est présent aussi bien en thérapie manuelle qu'en ostéo, mais quelle est la place de l'axe biologique, biomédical, psychosocial, psychologique et social, aussi bien dans les deux professions. Donc on sait que ce modèle existe, il existe depuis plus de 40 ans, mais est-ce qu'il est vraiment bien appliqué au sein des deux professions, voire même tout simplement, si on élargit très largement, au sein des professions des soins de santé tout simplement. Et donc on a un axe biologique avec des facteurs qui sont génétiques, des facteurs prérequis, périnataux, infectieux, endocriniens, métaboliques, vasculaires,
la neurotransmission, vraiment tout ce qui est anatomo-pathologique et neuropathologique. Et puis on a l'aspect socio-culturel, niveau socio-économique, la stabilité familiale, on n'y pense pas souvent mais c'est important, c'est un facteur important dans la santé de l'être humain. Les modèles éducatifs, la cohésion sociale, les groupes ethniques d'appartenance, la culture ethnique est importante, travail, chômage, système de valeurs, environnement socio-économique. Et puis on a l'aspect psychologique, relation avec les parents, c'est important aussi, la fratrie, la famille, les relations à l'objet, l'identité personnelle, l'estime de soi, les capacités adaptatives, etc. Développement personnel, etc. Et donc du coup, ce modèle BPS, ce sont ces trois facteurs qui sont importants pour expliquer un petit peu, voilà, un psychiatre, Engel ici, qui a inventé ce modèle en 1977, que normalement tout praticien de soins de santé devrait appliquer à ses patients, mais c'est pas, même si on le connaît, c'est pas toujours évident de le mettre en place en pratique. Ça va prendre de nouveau du temps. Et donc ce modèle est présent aussi bien en thérapie manuelle orthopédique qu'en ostéopathie, et il n'appartient ni à l'un ni à l'autre, ni à l'une ni à l'autre des professions, puisqu'au départ, comme l'expliquais, c'est un psychiatre, Engel, qui l'a mis en place pour les pathologies psychiatriques. Et c'est seulement 10 ans plus tard, environ vers 1987, qu'un chirurgien orthopédique écossais, Gordon Waddell, l'a proposé pour l'aspect musculo-squelettique et en particulier pour la lombalgie. Et donc, de nouveau, c'est ni un ostéopathe ni un thérapeute manuel qui a mis en place ce modèle dans les soins musculo-squelettiques, mais au départ un chirurgien écossais. Et donc, c'est important de souligner. Alors, ce modèle BPS n'est peut-être pas forcément vu exactement de la même manière au sein des deux disciplines. L'axe ostéopathique est toujours quand même assez important au niveau biologique, de par la formation en sémiologie qui est très poussée, de par l'importance de l'anatomie, de la biomécanique, et toujours se raccrocher de manière très importante à l'anatomie. Donc c'est vraiment à la physiologie aussi, à la neurophysiologie, et donc c'est des sciences, effectivement, mais ce ne sont pas des sciences, je veux dire, dans le sens evidence-based practice, où on va avoir une pratique qui est fondée sur des preuves, d'accord? Mais c'est effectivement l'anatomie, ça fait partie des sciences du vivant, et donc c'est important, mais l'axe est vraiment très important ici en ostéopathie par rapport à ça, beaucoup plus, je pense, que par rapport à la thérapie manuelle. Et puis il y a l'aspect psychologique et social, et là au sein des deux professions, c'est quand même présent, certainement en thérapie manuelle. Moi personnellement, en ostéopathie, dans mon éducation, j'ai eu un enseignement, et je pense que c'est quand même la majorité de pas mal d'ostéopathes qui ont un enseignement en type 2, donc en formation continue, essentiellement biomédical. J'ai jamais entendu parler de modèle biopsychosocial dans la formation de continue en ostéopathie à l'époque. Moi, j'ai pas non plus 80 ans, hein, donc voilà. Donc c'est pour ça, pour dire que même si ce modèle est connu, il n'est pas toujours enseigné, et donc forcément il n'est pas toujours appliqué sur le terrain. Par contre, on ne peut pas aujourd'hui envisager une formation en thérapie manuelle qui correspond aux exigences de qualification professionnelle particulière et reconnue par l'arrêté royal, sans avoir des cours approfondis sur ce modèle. Tous les programmes qui sont reconnus en thérapie manuelle font et utilisent et enseignent ce modèle. Alors, en ostéopathie, certainement qu'il y a des écoles et des universités qui le font, mais c'est un peu moins constant, je pense. Peut-être que ça va changer, que ça a changé aussi, hein, de nouveau par rapport à ce que moi j'ai vécu, mais comme j'expliquais, je ne suis pas sorti non plus il y a si longtemps que ça. Même si ça fait quelques années que je pratique, effectivement, au moins 15 ans. Donc voilà, il y a 15 ans en tout cas, en ostéopathie, c'était pas enseigné, clairement. Alors, maintenant, toutes les professions évoluent, et donc certainement que ça a été utilisé. Et quand c'est utilisé au niveau biopsychosocial, souvent dans l'ostéopathie, c'est surtout l'aspect émotionnel qui est important, et les répercussions des émotions sur le corps. C'est souvent cet axe-là qui est repris dans ce modèle BPS. Tandis que la thérapie manuelle, c'est plus, c'est souvent la douleur, comme j'expliquais dans les dias juste avant. Pas que, mais souvent la douleur. Donc voilà, c'est un peu une deuxième divergence. Et la divergence aussi, c'est que dans l'aspect psychologique, c'est les répercussions de l'ostéopathie, des stresseurs psychologiques, sociaux, psychosociaux sur l'axe neurovégétatif. Et donc ça, c'est quand même une particularité de l'ostéopathie,
c'est l'intérêt de cette homéostasie sur les systèmes neurovégétatifs, donc c'est-à-dire sympathiques et parasympathiques, des différents stresseurs physiques et psychiques. Et là, il est vrai que la thérapie manuelle ne s'inquiète pas trop, ne s'intéresse pas trop dans un premier temps vraiment à cet axe neurovégétatif, et que c'est plus l'ostéopathie. Alors, le raisonnement clinique en ostéopathie se caractérise par son approche en deux phases. Donc, la première avec une approche biomédicale, comme je l'ai bien expliqué, pour écarter certaines situations pathologiques, entre autres, donc les red flags. Ensuite, il utilise un raisonnement qui est systémique, considérant tous les modèles ostéopathiques, relation structure-fonction, pour l'identification manuelle de dysfonctions somatiques, qui traite en quelques séances, rarement plus de 3 séances consécutives normalement. Donc, normalement, s'il y a une indication ostéopathique, en 3 séances, ça doit être réglé. S'il faut 10, 20 ou 30 séances pour le même problème, c'est que ce n'est pas une indication ostéopathique. D'accord. Alors, et parfois, il est vrai qu'il y a pas mal de problèmes qui peuvent se résoudre en deux séances, même une ou deux séances, voire 3. Alors ensuite, la formation en ostéopathie, c'est que l'ostéopathe accorde une très grande importance dans l'anatomie, comme je l'ai dit, au système neurovégétatif et à la sémiologie et à l'approche qui est beaucoup plus palpatoire. C'est beaucoup plus conséquent qu'en thérapie manuelle, donc ça c'est une différence. Alors les techniques qui sont utilisées, il y a eu un transfert de plusieurs techniques qui s'est mis en place au cours du temps parce qu'il y a eu beaucoup de relations entre les thérapeutes manuels, les kinés et les ostéopathes, vraiment de grosses interrelations. Et donc il y a eu des échanges forcément sur les techniques les plus efficaces et entre experts. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve pas mal de similarités parfois dans certaines techniques, notamment par exemple, mais pas exclusivement, les techniques de manipulation dites de trust avec craquement qui sont quasiment similaires entre les deux disciplines, même si de nouveau le temps alloué à l'apprentissage de ces techniques est beaucoup plus important en ostéopathie, avec beaucoup plus de variantes dans les techniques et dans les positions. Voilà, c'est aussi présent en thérapie manuelle, mais c'est pas aussi important en termes de nombre d'heures, etc. Puisque, j'en parlerai après, on considère que quand on manipule un patient, il y a une cascade de réactions neurophysiologiques, et cette cascade qui donne des effets positifs thérapeutiques, et que cette cascade de réactions neurophysiologiques n'est pas du tout dépendante du praticien. C'est-à-dire que ce soit un thérapeute manuel ou que ce soit un ostéo qui fasse ces manœuvres, ça ne changera rien à la cascade de réactions neurophysiologiques. Donc il n'y a pas de spécificité liée à la profession. Okay. Mais on en parlera par la suite, ça reste dans l'approche manuelle, de nouveau que les ostéopathes, avec l'ostéopathie, on privilégie. Ça reste quelque chose d'important. Alors, ensuite, il y a d'autres techniques similaires, comme ce qu'on appelle les syndromes myofascio-douloureux, donc les trigger points. De nouveau, si je pousse sur mon trapèze, tout le monde connaît le point sensible ici qui peut donner une douleur locale, voire irradiante dans la tête, jusque même dans le front. C'est ce qu'on appelle les trigger points, c'est aussi des techniques communes aux deux professions. On a aussi des conseils ergonomiques éventuellement, bien que maintenant il y a pas mal d'évidences qui suggèrent que peut-être on a été dans le tort au niveau ergonomique. Se tenir bien droit comme ça devant un PC pendant 10 heures sur la journée, c'est pas forcément la meilleure solution. On dit souvent que la meilleure position c'est la suivante, pour dire simplement qu'on a besoin de mouvement. Et donc la sédentarité tout court n'est pas très délétère pour la santé physique, voire psychique de l'être humain. Et donc la meilleure position est la suivante, ça suggère qu'il faut essayer de bouger le plus possible durant sa journée. Alors ensuite, l'ostéopathe va quand même en général aborder de manière plus approfondie tout ce qui est hygiène alimentaire. Donc ça c'est vrai qu'il y a tout un questionnement, pas tous, mais la majorité des ostéopathes sont plus à cheval sur l'alimentation et la nutrition, comme on parle de la définition d'ailleurs de l'OMS. Et c'est une thérapie très importante, la nutrition. Donc dans les thérapies originelles, depuis la nuit des temps, c'est le mouvement, la nutrition, l'eau, au bord de l'eau, prendre l'air frais. Ce sont le mouvement sont les meilleures médecines au départ. Et donc c'est vrai que l'aspect nutritif, alimentaire, l'alimentation et nutrition, micronutrition, est un axe plus important en ostéopathie. Et certains ostéopathes sont même spécialisés là-dedans en faisant des formations en nutrition en plus. Et d'autres même, ça c'est un peu plus large encore, en naturopathie. Voilà, ça c'est pas tous les ostéopathes, mais bon, certains évidemment,
pour peut-être essayer de conseiller au mieux au niveau alimentaire et nutritif euh, les patients. Alors les deux disciplines, donc c'est pas tous les ostéopathes, mais c'est quand même un axe qu'on retrouve plus en ostéopathie qu'en thérapie manuelle. Donc les deux disciplines comportent également des techniques qui leur sont propres, comme l'exemple le plus illustratif, c'est l'utilisation de traitements non manuels, par exemple, donc des exercices thérapeutiques qui permettent une véritable rééducation fonctionnelle qui est spécifique à la TMO. Alors, par rapport à ça, la Chambre en ostéopathie en Belgique a formulé une recommandation très précise quant à la pratique de l'ostéopathie. Elle interdit la rééducation fonctionnelle. D'accord ? Et ce, pour se distinguer, se distinguer clairement de la kinésithérapie, donc établir clairement aussi des frontières entre la kinésithérapie et l'ostéopathie, ce qui est très difficile, et de rester en phase avec son champ d'application historique de la pratique en ostéopathie. Donc voilà, il y a un refus quelque part de faire ça pour se distinguer de la kinésithérapie. Comme j'ai expliqué, la kinésithérapie a énormément évolué aussi, donc il faudrait peut-être se mettre à jour aussi par rapport à ce que représente vraiment la kinésithérapie d'aujourd'hui pour ceux qui ont écrit et proposé ce texte. Alors, par contre, le travail sur l'axe crânio-sacré ou encore les mobilisations viscérales constituent des techniques qui sont propres à l'ostéopathie plutôt dite traditionnelle. Et donc, c'est quelque chose qu'on retrouve encore fréquemment, en particulier dans la formation continue. On retrouve beaucoup de ces enseignements dans la formation continue pour des kinésithérapeutes, voire même tout simplement dans les formations continues obligatoires pour les professionnels. Donc, en tant qu'ostéopathe, j'ai une obligation de suivre des formations continues pour maintenir mon numéro d'agrément, et on retrouve énormément de formations crânio-sacrées, viscérales dans ces updates, alors qu'il y a très peu de preuves scientifiques de nouveau pour ces formations, pour ces indications à nouveau, mais ça fait partie du background, à tort ou à raison, de l'ostéopathie. Que tout le monde ne pratique pas, donc moi personnellement je ne fais pas de crânio-sacré. Je fais du musculo-squelettique et je fais un peu de viscéral quand je trouve qu'il y a une indication. De nouveau, c'est qu'il faut trouver la bonne indication. Alors je fais du crânio-facial dans le sens musculo-squelettique, mais pas crânien dans le sens ostéopathique. Alors on a des modes d'action, des thérapies manuelles au sens large. On a trois axes, un aspect analgésique, donc antalgique. On a un aspect sur le contrôle moteur, donc après technique hands-on. Un aspect sur le contrôle moteur, on a un phénomène de facilitation motrice, de recrutement musculaire, et on a un effet sur le système neurovégétatif. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a vraiment un effet antalgique, moteur et neurovégétatif suite à des mobilisations et ou des manipulations de différentes régions du corps humain. Et donc on a cet axe ici, comme vous pouvez le voir, entre la peau, les muscles, les articulations, les ligaments, qui lui envoient une information avec le récepteur. Il y a des réactions qui vont se faire au niveau musculaire, au niveau cutané aussi, au niveau peut-être viscéral, viscéro-somatique, en fonction des niveaux traités. Alors ici c'est Joël Bialowski qui était venu expliquer justement, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié les effets du hands-on en thérapie manuelle. Et donc ici il était venu expliquer, donc c'est un modèle ici simplifié, donc il était venu à Anvers en 2019 pour expliquer ça, donc c'est un américain, que quand on utilise la main sur une région du corps pour donc une thérapie manuelle, peu importe, au sens large, pour stimuler une région, on a des effets qui sont locaux au niveau de l'endroit où on a touché, donc comme une réduction des spasmes musculaires, diminution de la douleur, amélioration des amplitudes. Et donc ça c'est un effet local. Les informations vont rentrer dans le système nerveux central par la moelle épinière. Donc on a un niveau de modulation de la douleur ici, on a un autre niveau de modulation de la douleur à ce niveau-là. Au niveau des centres supraspinaux, on a aussi des effets de modulation, et la résultante est une réduction de la douleur par différents niveaux de modulation. D'accord ? Et donc ça a été largement détaillé dans la littérature. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait très complexe. Pour ceux qui sont intéressés, voilà, vous avez son modèle ici, un peu plus détaillé. Et donc on va faire un autre update par la suite où il intègre l'interaction entre soignant et soigné, donc la communication et l'interaction en termes d'alliance thérapeutique, on va en parler après. Donc on voit ici le stimulus mécanique avec les cascades de réactions qu'on peut avoir au niveau musculaire, spasme ici par exemple, contrôle moteur, antalgique,
l'aspect neurovégétatif, des effets qui sont non spécifiques, notamment placebo, etc. Donc la résultante sur la douleur, avec les différents endroits où ça se passe, d'accord, et les différents effets. Okay. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours voir sur le lien ici YouTube. De nouveau, pour ceux qui ont le PDF, vous cliquez sur le lien, il y a toute une vidéo commentée sur le modèle ici en détail. Alors, ce qui est important aussi, c'est de comprendre, voilà, cet effet justement placebo. En thérapie manuelle, donc il a été étudié ici par Bialowski, donc on peut faire une extension à toutes les thérapies physiques. Et donc, si on prend un patient qui a une lombalgie, par exemple, ou une cervicalgie, ce sont des symptômes très fréquents que aussi bien le thérapeute manuel ou les ostéopathes vont avoir. Si je ne fais rien, je laisse mon patient 2 semaines, donc un patient qui a une lombalgie, il faut savoir que 2 semaines après un épisode de lombalgie aiguë, environ 50% des patients ont une rémission complète des symptômes sans traitement. 75% après 6 semaines. Et donc le fait de ne rien faire, ce qu'on appelle le wait and see, d'accord, eh bien, on a justement ici des processus d'auto-guérison qu'on discutait tout à l'heure du corps humain. Donc la majorité des patients vont s'auto-guérir sans aucun traitement, d'accord, par le wait and see. Donc là, on retrouve l'aspect justement auto-guérison du corps humain. Si on traite le patient, d'accord, je vais avoir un effet qui va être lié à l'effet placebo, donc qui va être un effet non spécifique. D'accord, je vais détailler après quels sont les facteurs qui font partie de cet effet placebo. Donc on va avoir un effet ici placebo qui est moins important que l'évolution naturelle de la pathologie. Et puis je vais avoir un effet qui va être spécifique à l'application de ma mobilisation, de ma manipulation qu'on va retrouver ici. Et donc la résultante totale ici, c'est l'addition du wait and see, donc processus d'auto-guérison ou d'évolution naturelle favorable de la maladie ou de la pathologie, en général, d'accord, c'est pas dans tous les cas, mais dans la majorité des cas, surtout dans l'aspect lombalgie commune évidemment, l'effet qui est placebo et l'effet donc non spécifique et l'effet qui est spécifique. Et donc il ne faut pas croire que vous allez, en tant que thérapeute, que vous avez gagné tout ceci. Parce que vous avez un super toucher dans votre main, que vous soyez thérapeute manuel ou ostéopathe, ouais, c'est grâce à ma manœuvre ici que le patient a fait non. Si c'est grâce à votre manœuvre, ce serait ici, d'accord. Et ça représente donc 1/3 à peu près de l'évolution favorable, enfin de l'évolution favorable du patient, donc du fait qu'il va mieux. Et donc il faut rester humble aussi par rapport à ça et se rendre compte qu'il y a d'autres mécanismes sous-jacents, d'accord, pas que les mains, pour démystifier un peu l'aspect magie des mains. Alors si vous êtes intéressé de nouveau par l'effet placebo, vous pouvez aller voir la présentation ici complète du docteur Bialowski en cliquant sur le lien qu'il a présenté à l'IFOMT à Glasgow en 2016. De nouveau, c'est très détaillé, ça dure 1 heure, mais c'est très intéressant. L'aspect, le pouvoir du placebo. Alors pour en revenir justement de nouveau à ces effets qui sont spécifiques et non spécifiques, voilà, donc ici sur base de références qui se trouve ici, donc ici en dessous, et donc c'est l'étude de Moral ici en 2017, quand on prend 3 groupes, un groupe qui est sans traitement, un groupe placebo et un groupe qui est traité. Et cette étude s'applique aussi bien pour les thérapies physiques que pour des études pharmacologiques d'ailleurs aussi, hein. Donc c'est pas que par rapport à la thérapie physique, mais même suite à l'indication et à l'application de médication. Donc si on prend un groupe qui est sans traitement, on va avoir un effet d'amélioration aussi qui va se trouver ici. Le groupe placebo, il va avoir une évolution naturelle aussi favorable, d'accord, qui va se mettre en place, plus un effet thérapeutique qui va être contextuel, d'accord. Le fait de recevoir le patient, de lui prescrire les médicaments, le fait de recevoir le patient et de l'écouter et de faire un traitement de thérapie physique. Et puis on va avoir un effet qui va être spécifique, qui va être lié vraiment au traitement en tant que tel, donc les molécules actives du médicament ou simplement les effets, les mécanismes actifs de la thérapie physique, par exemple manipulation. Et donc de nouveau, ici on voit que l'évolution totale, d'accord, dépend donc de l'évolution naturelle, de l'effet thérapeutique contextuel et donc de l'effet spécifique au traitement. Entre un groupe qui est sans traitement, un groupe qui a un faux traitement, d'accord, une fausse manipulation ou bien une fausse médication, d'accord, on va avoir un effet ici, et le groupe qui a le vrai traitement. Et donc si on prend le graphe ici à droite, on a donc des effets qui sont non spécifiques, d'accord, on va retrouver donc tout ça ici en rouge, donc placebo et le groupe traité, donc des effets qui sont non spécifiques.
donc l'évolution naturelle et l'effet thérapeutique contextuel. Et on a un effet qui est spécifique lié au traitement, et on voit que c'est vraiment une minorité, l'effet spécifique lié au traitement par rapport à l'évolution totale du patient. Donc les effets non spécifiques seraient plus importants que les effets donc, spécifiques lors d'un traitement aussi bien de pharmacologie que de thérapie physique. Donc de nouveau, ça nous permet d'être humble aussi et d'adapter notre discours aussi aux patients. Alors ces effets donc justement qui sont non spécifiques c'est pas une liste exhaustive, mais donc c'est quelques indicateurs, sont liés à l'image perçue par le patient, du thérapeute, le diplôme du praticien, son expertise, sa façon de s'habiller, sa réputation sont très importantes. Est-ce que le patient a une image positive de vous déjà avant de venir vous voir? Est-ce qu'il a entendu parler de vous? Et ainsi de suite. Le comportement et les croyances du praticien, est-ce que le praticien est enthousiaste et optimiste? Et donc forcément, si au plus le praticien va croire dans la thérapie qu'il propose, plus il a des chances de succès. Si vous montrez que vous appliquez quelque chose et que vous ne croyez pas trop à ce que vous faites, ça ne va pas avoir un effet positif sur le patient. Donc il faut savoir que votre comportement va influencer l'évolution du patient de manière favorable ou défavorable d'ailleurs aussi. Les attentes et les préférences et les expériences passées du patient aussi par rapport à la thérapeutique qui a déjà été proposée. S'il y a déjà une thérapeutique qui a été proposée et qu'elle n'a pas eu d'effet, le patient, si vous proposez la même, va être dubitatif forcément, il va avoir des résistances. L'interaction soignant-soigné, très très importante, la communication verbale et non verbale est fondamentale aussi. Les facteurs organisationnels et environnementaux, donc la ponctualité, l'ambiance du cabinet, on n'y pense pas, mais les sons, les odeurs, les plantes, les œuvres d'art, ou l'aspect feng shui, j'ai envie de dire, d'un cabinet moderne, ou parfois même mystique, dans certains cabinets, participent à cet effet non spécifique. Ensuite, on a cette fameuse alliance thérapeutique qui est fondamentale, qui fait que dans un contexte clinique particulier, il s'est créé une espèce d'alchimie entre soignant et soigné, qui participe énormément à l'effet donc non spécifique et à l'évolution du patient. Alors, quelles sont les indications principales en ostéopathie et en thérapie manuelle? Donc, comme j'ai expliqué, ce sont les troubles musculo-squelettiques, comme par exemple les lombalgies, les cervicalgies, les douleurs d'épaule, les douleurs de cheville, musculo-squelettiques, de genoux, etc., qui sont donc le motif principal de consultation. Les radiculalgies aussi, donc sciatiques par exemple. Ils ont fait l'objet de la majorité des études d'ailleurs sur le sujet et ont démontré une efficacité relative et respective quand même intéressante, d'accord, par rapport à d'autres indications. Donc on peut considérer qu'il y a une indication dans ces troubles musculo-squelettiques, aussi bien en thérapie manuelle orthopédique qu'en ostéopathie, pour ces différents troubles musculo-squelettiques. Alors les maux de tête, les plaintes temporomandibulaires, les algies lombo-pelviennes en péripartum, donc autour de la grossesse, constituent également des motifs de constatation au sein des deux disciplines, avec des évidences qui fluctuent un petit peu, mais on peut trouver des évidences quand même toujours intéressantes quand même dans ces champs d'application. Parfois on a des évidences conflictuelles, mais voilà, on peut quand même en trouver. Alors, par contre, l'ostéopathie a une vision plus large, plus globaliste et revendique d'autres champs d'application que le système musculo-squelettique pur, puisqu'elle serait plus systémique et sa pratique ne se limite pas aux troubles musculo-squelettiques. Alors, parmi les autres on va dire applications pour lesquelles j'insiste là-dessus, la littérature scientifique démontre généralement soit un faible niveau de preuve, soit il n'y a pas de preuve. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve que ça ne fonctionne pas, mais ça veut dire qu'il faut investiguer au niveau recherche. On retrouve notamment donc, des plaintes comme les dysfonctions chez le nourrisson, reflux gastro-œsophagien, torticolis congénitale, raideur cervicale, asymétrie crânienne, etc. Malocclusion, troubles respiratoires, donc c'est plus chez l'adulte, asthme, bronchite, troubles digestifs, notamment du côlon irritable, prostatite chronique, problèmes de sphère ORL, comme les otites par exemple, surtout chez les enfants, troubles du sommeil, etc. Donc voilà, là par contre, comme j'ai dit, il faut encore qu'il y ait d'autres éléments scientifiques pour vraiment appuyer ces indications qui ne sont pas encore tout à fait validées. Alors, en tout cas au niveau scientifique, en termes d'efficacité et de sécurité, donc on peut considérer que la thérapie orthopédique et l'ostéopathie sont assez safe, hein, donc, sauf au niveau cervical, il faut faire attention, dans les deux disciplines. Et si on tient compte par exemple de l'effet de certains médicaments, par exemple qu'on utilise souvent pour les TMS comme les anti-inflammatoires ou
le paracétamol, etc. Si on prend ça en trop grande quantité et trop longtemps dans le temps, on a des effets gastro-œsophagiens qui sont parfois très forts, avec éventuellement des risques d'ulcères, voire peut-être même de cancer du système digestif. Donc on a aussi des effets qui sont très forts dans la médication. Et un des effets positifs justement des thérapies manuelles, au sens large comme l'ostéopathie, comme la thérapie manuelle de la kiné, c'est qu'il y aurait une réduction de la prise de ces médicaments. Donc ça c'est déjà quand même intéressant. Et donc ça veut dire que les médicaments seraient pris moins longtemps, sur le temps, et en moins grande quantité en termes de prise de médication. Et donc ça c'est intéressant aussi. Et aussi par rapport aux médicaments plus lourds comme les opioïdes, il y aurait moins d'indications d'opioïdes, les patients seraient moins portés à prendre des opioïdes s'ils ont fait une des thérapies manuelles ici présentées. Donc ça c'est quand même important. Donc on a une bonne efficacité clinique et un bon rapport coût-efficacité. Les effets secondaires sont en général mineurs, comme je l'ai expliqué, qui se résolvent dans les 48 premières heures maximum. Et il y a en général une très bonne satisfaction des patients aussi vis-à-vis des deux approches de traitement. Donc voilà, ça c'est intéressant. Si vous voulez avoir plus de détails, il y a plein de revues systématiques, dont l'une ou l'autre d'ailleurs que j'ai écrit sur la lombalgie et la cervicalgie par rapport à tout ça. Alors les guidelines, on va retourner sur un guideline en Belgique sur la lombalgie. Donc un guideline, c'est non seulement d'une part les preuves scientifiques, mais aussi un ensemble d'experts d'un pays donné, avec un système de soins donné, ici la Belgique, qui décide de quelle conduite à tenir pour la prise en charge de la lombalgie. Donc normalement, tout praticien de santé doit ou devrait suivre ces guidelines. Si on veut améliorer l'efficacité d'une prise en charge d'une pathologie dans un contexte particulier d'un pays comme ici la Belgique, tout praticien, peu importe qu'il soit kiné, ostéopathe, chiropracteur, et ainsi de suite, devrait suivre, médecin devrait suivre ce guideline, certainement. Si on veut améliorer, réduire la prévalence de la lombalgie, réduire le risque de chronicisation, etc. etc. Je ne vais pas rentrer en détail dans ce guideline, d'accord, parce que là, je vais seulement faire ressortir 2-3 éléments. Ce qui est important, c'est d'abord que s'il y a un red flag sur la lombalgie, donc si c'est une pathologie spécifique, par exemple une tumeur ou une fracture, le patient sort évidemment de cet algorithme. Ensuite, on va évaluer si le patient est ce qu'on appelle à haut risque ou à faible risque en termes de facteurs psychosociaux de passage à la chronicisation, ce qu'on va retrouver ici. Et donc, on va, dans tous les cas de figure, qu'ils soient à faible risque, risque moyen ou risque élevé de chronicisation des symptômes, on va suggérer au patient une autogestion des soins pour que le patient ne soit pas dépendant, idéalement, d'aucun professionnel de santé le moins possible, entre guillemets. Et donc, on va informer le patient sur la nature bénigne de la lombalgie, des radiculopathies, et sur l'évolution naturellement favorable, justement, dans les semaines qui suivent. On va l'encourager à poursuivre autant que possible ses activités normales. Et donc ça, c'est vraiment fondamental. Donc rassurer le patient et l'encourager à bouger. Ensuite, donc, on peut, si le patient est à risque modéré ou à risque faible, on peut éventuellement, surtout s'il a un risque modéré ici, donc c'est-à-dire qu'il y a des obstacles plutôt physiques à sa récupération d'ailleurs, on peut faire une intervention type manipulation, mobilisation, ou sur le tissu mou, donc myofacial. C'est recommandé dans les guidelines ici, d'accord. Et ça, les ostéopathes comme les thérapeutes manuels peuvent le faire. Okay. On recommande aussi une intervention psychologique, cognitivo-comportementale. Alors c'est peut-être plus les psychologues, mais de plus en plus de kinés sont formés à ça en thérapie manuelle orthopédique, ce qu'on appelle la rééducation cognitivo-fonctionnelle ou l'éducation thérapeutique. Ça devrait commencer à être de plus en plus présent aussi en ostéopathie. Alors je sais que voilà, dans les programmes en kinésithérapie, dans les programmes de base, ça se fait, puisque j'ai un cours d'éducation thérapeutique, entre autres cognitivo-fonctionnel sur la lombalgie. Et donc du coup, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment présent dans la formation de base en kiné, que les kinés en thérapie manuelle doivent savoir faire. Après, évidemment, pour être spécialisé, il faut faire des formations complémentaires. Et alors, il y a les programmes d'exercice selon les besoins, les capacités et les préférences du patient, et ça, c'est comme on l'a dit, c'est plus propre à la kinésithérapie. Et les ostéopathes, normalement, refusent d'appliquer des exercices pour se distinguer de la kinésithérapie. Et enfin, on a, pour les patients qui sont à haut risque de chronicisation, là, on a une prise en charge qui est pluridisciplinaire, physique, psychologique, en général avec plusieurs intervenants, psychologues, kinés, ostéopathes, et ainsi de suite, algologues et autres. Parce que c'est des patients qui sont très complexes et donc il faut vraiment une intervention pluridisciplinaire. Mais tout ça pour dire qu'en gros, les ostéopathes, souvent dans ce guidelines, sont plus centrés sur ceci.
d'accord? Et un petit peu aussi en fonction de la sensibilité d'un ostéopathe ou l'autre sur cela. Et l'alimentation, la nutrition et les facteurs d'hygiène de vie qu'on ne retrouve pas tellement en fait ici, dans ces guidelines, qui devraient pourtant y être, notamment dans l'autogestion des soins. D'accord? Et sauf l'aspect bouger, d'accord? Mais qualité du sommeil, nutrition, on ne retrouve pas, gestion d'un BMI optimal, on ne retrouve pas trop ici non plus. Et alors, les thérapeutes manuels se retrouvent là, ils se retrouvent ici aussi, la plupart du temps, et certainement dans les exercices. Okay, voilà, c'est un peu pour montrer tout ça. Et alors, quelles sont les interventions pharmacologiques qu'on recommande? Seulement si c'est nécessaire, anti-inflammatoires non stéroïdiens, d'accord, morphinique, paracétamol, je laisserai un petit peu lire tout ceci. En général, on commence par les AINS et c'est déjà pas mal, en espérant ne pas devoir aller, idéalement, ne pas devoir aller plus loin. Alors, l'aspect économique et les remboursements. Donc voilà, ici, contrairement à l'ostéopathie, une prescription médicale demeure toujours actuelle et nécessaire pour la prise en charge en thérapie manuelle orthopédique, puisque c'est dans le cadre de séances de kinésithérapie que la thérapie manuelle va se faire. Donc c'est Dynamique qui va rembourser par les mutualités ces séances, jusqu'à 2 fois 9 séances par région, et le remboursement est de 23,50 €. Donc la séance est de 23,50 € hors remboursement. Le remboursement est autour de 18 €. Donc voilà, ça c'est dans le contexte thérapie manuelle orthopédique, ça se fait quand la personne est conventionnée dans cet ordre-là. Parfois, il y a des thérapeutes manuels qui sont déconventionnés et qui demandent parfois 30 ou 40 € la séance. Okay. Ensuite, donc pour les ostéopathes, ce sont les assurances complémentaires des mutuelles qui proposent d'eux-mêmes, sans l'aide de l'INAMI, un remboursement qui est partiel de consultation qui va jusqu'à 10 €, peu importe le montant de la consultation. Et en général sur maximum 6 à 7 séances par an. Et donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en général, une séance d'ostéopathie varie entre 45 et 65 € par séance hors remboursement. Alors, quelle est la conclusion qu'on va pouvoir faire ici un petit peu de cette comparaison? Alors, en général, on voit qu'il y a des divergences qui sont quand même parfois importantes entre les deux professions, mais aussi des points communs qu'on ne va pas relever encore ici, mais qu'on a déjà discuté. Ce qui est important pour l'instant, c'est que la thérapie manuelle est reconnue comme profession de santé en tant que spécialisation de la kiné, et l'ostéopathie, pour l'instant, demeure encore dans un processus de reconnaissance. Donc elle est tolérée, mais elle n'est pas encore reconnue complètement. Et elle voudrait se qualifier comme profession de santé. Alors, moi, de mon point de vue, c'est peut-être là qui pose un problème, parce que si elle voulait se positionner comme profession de bien-être, je pense que ça fait déjà depuis longtemps que la profession d'ostéopathie serait reconnue, mais ce n'est pas la volonté de certaines personnes, ils veulent absolument que ce soit reconnu comme profession de santé. À tort ou à raison, ce n'est pas le but du débat ici. Voilà, si on prend un coach sportif, c'est une profession de bien-être et ça a une énorme influence sur la santé. Donc, moi, je trouve ça une bonne chose, bien moins qu'une reconnaissance. Et donc, du coup, si elle voulait être reconnue comme profession de santé, il faudrait qu'elle montre vraiment, c'est ça le challenge de l'ostéopathie au jour d'aujourd'hui en Belgique, quelle est sa plus-value par rapport à d'autres professions de santé qui sont déjà reconnues comme la kinésithérapie. S'il y a une réelle plus-value, à ce moment-là, c'est sûr que je pense qu'elle pourrait être reconnue comme profession de santé. Sinon, si elle est plus complémentaire par rapport à d'autres éléments, ce sera plus pour moi comme profession de bien-être. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Voilà, je comprends tout à fait que tout le monde ne la partage pas. Et donc l'ostéopathie est reconnue d'ailleurs dans certains pays d'Europe, mais pas dans tous les pays d'Europe. Et dans certains pays d'Europe, elle est reconnue comme profession de bien-être. Et dans d'autres, professions de santé. Donc ça montre la difficulté pour l'instant par rapport à ça. Mais donc, par contre, il y a aussi deux identités un petit peu en ostéopathie, l'une qui est plus traditionnelle, originelle, avec les dogmes, on va dire, de Andrew Taylor-Still, qui a créé l'ostéopathie il y a plus de 100 ans, et une médecine ostéopathique, parce qu'elle se nomme comme ça, médecine ostéopathique, plus contemporaine, basée sur les preuves scientifiques. Et donc là, à ce moment-là, ce sont les mêmes preuves quasiment scientifiques, en tout cas au niveau musculo-squelettique, dans ce champ d'application-là, que la thérapie manuelle. Alors, à venir, peut-être d'autres recommandations sur base de preuves scientifiques au niveau viscéral, par exemple. Mais là, il faut évidemment des ressources pour faire des études. Et donc, on a cet aspect plus moderne,
médecine contemporaine, ostéopathique contemporaine, et donc il y a des gens qui ont été formés plus dans l'aspect traditionnel, d'autres plus dans l'aspect contemporain. C'est difficile d'évaluer quelle est la proportion des ostéopathes qui sont plus traditionnels, ceux qui sont plus contemporains. Mais voilà, il y en a qui ont plus suivi l'enseignement originel, d'autres qui ont eu un esprit un peu plus critique voilà, par rapport à ça, l'enseignement, et par rapport à leur pratique. Alors, de toute façon, je pense que voilà, une approche ostéopathique contemporaine et une thérapie orthopédique contemporaine aussi, ces deux disciplines sont tout à fait adaptées pour des patients qui souffrent de troubles musculo-squelettiques aigus. L'ostéopathie ayant l'avantage de l'accès direct, mais la thérapie manuelle proposant des soins un peu mieux remboursés, mais demande plus de séances. Et donc, en cas de risque de chronicisation des symptômes, pour moi, l'ostéopathie devrait également être complétée par une approche plus rééducative, cognitivo-fonctionnelle, comportementale, etc., puisqu'on est dans une notion de rééducation. Après, tout dépend de chaque patient à ses préférences. Vous avez des patients qui viennent voir un ostéopathe parce qu'ils veulent venir voir quelqu'un de temps en temps quand ils ont mal, ils ont une récurrence de lombalgie ou de cervicalgie. Ils n'ont pas envie de se lancer dans un processus de 2 fois 9 séances ou même de 9 séances où ils doivent venir 2 fois par semaine pendant un mois chez un kiné. Ils appellent un ostéopathe parce qu'ils veulent, en le voyant une fois, voire 2 fois, à un moment donné, ils arrivent à avoir moins de douleur, à se remettre en mouvement. Et ça arrive tout le temps et souvent, régulièrement. Même pour des patients qui ont des lombalgies ou des cervicalgies chroniques. Il ne faut pas croire que l'ostéopathie ne peut pas aussi aider ces personnes-là. Et donc c'est le patient qui, s'il se connaît un peu par lui-même, et en fonction de ses préférences, va choisir un praticien. Et dans le mode de vie dans lequel on vit, ben souvent on n'a pas trop de temps à consacrer pour soi-même, ce qui est dommage. Il faudrait investir beaucoup plus sur soi-même. S'il y avait une chose sur laquelle il faut investir, c'est bien sur soi-même. On n'a pas malheureusement toujours le temps de prendre le temps de s'occuper de soi et d'aller 2 à 3 fois par semaine chez un kiné. Et par facilité, on va voir une fois ou 2 un ostéopathe. Et puis d'autres patients, c'est l'inverse, ils veulent justement plus avoir une approche par exercice notamment, entre autres. Ils ne veulent pas se contenter uniquement des mobilisations, etc. D'autres veulent se contenter uniquement des mobilisations, voire des manipulations. Et donc c'est à nous, en tant que professionnels de la santé, à les guider vers l'autogestion des soins, peu importe, et d'utiliser les guidelines. D'accord ? Donc tout professionnel de santé en thérapie physique doit utiliser ces guidelines pour rendre le patient non dépendant et avoir une autogestion des soins et appliquer le ou les traitements et les outils qui sont adaptés au patient et pas ce que le patient veut faire ou ce que le thérapeute a envie de faire. Idéalement, c'est ça qu'il faudrait faire. Donc voilà. Si vous voulez avoir un peu plus d'aspect critique par rapport aux thérapies manuelles au sens large, je vous recommande, de nouveau, vous pouvez cliquer sur les liens pour l'article qui est ici ou sur ce lien-là pour le livre qui est là. Donc tout ce qu'on n'avait jamais voulu savoir sur les thérapies manuelles, ou ici donc le blog ici avec l'article sur les kinésithérapies piégées par l'image. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant, c'est une critique des thérapies manuelles au sens large, aussi bien de la kinésithérapie que de l'ostéopathie, que de la microkinésithérapie et des thérapies énergétiques, Reiki et ainsi de suite. Alors, juste 2-3 phrases comme ça. Ici, donc, les soins du corps ne cessent de croître. Il y a eu un engouement qui est pour les traitements thérapie manuelle. Mais l'émiettement de l'offre laisse perplexe les patients, puisqu'il y a la kinésithérapie, l'ostéopathie, la chiro, la biokinésie, la kinésiologie appliquée, la microkinésithérapie. Donc même les professionnels en perdent leur latin, et c'est un peu le but ici de ce cours, c'est déjà de parler de la thérapie manuelle de l'ostéopathie. Pour faire un choix devient vraiment quelque chose de très difficile, et ça devient une loterie. Et souvent on est influencé en fait plus par son entourage, essentiellement, par rapport à ce choix. Donc les réseaux de ce flou sont multiples, sur le plan pratique, technique, et parfois ça peut donner l'illusion d'être efficace, une thérapeutique comme une autre, parce que le fait d'écouter le patient, de toucher, d'avoir de l'empathie, contribue à certains bénéfices de l'effet placebo, comme je l'ai discuté, donc dans des effets non spécifiques, qui sont propres à toutes les thérapeutiques énumérées ici au-dessus. Sans bienfaits spécifiques démontrés scientifiquement, beaucoup de gens semblent marcher et satisfaits, d'accord ? Donc à court terme en tout cas. Dans ce domaine, comme pour les autres pratiques médicales, seules les preuves acquises par l'expérience clinique permettent de déterminer les thérapies qui sont efficaces.
mais très peu de thérapeutes manuels s'y réfèrent, d'accord, au sens large du terme, et bon nombre préfèrent suivre leur ressenti, leur instinct, qui est bien moins chronophage euh, que de se référer aux évidences, et qui semble leur conférer une sorte de don, justement, entre autres manuels. Donc voilà, ça c'est un petit extrait, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à lire tout ça. Alors ici, évidemment, comme j'expliquais, le but du cours, c'était un essai de comparaison qui se base entre autres sur l'article que j'ai publié avec mon collègue Christophe Dumoulin. Il y a des parties que j'ai lues qui sont textuellement ce qu'on a produit ensemble. Il y a des autres choses qui sont mon avis, et il y a autant de façons de penser qu'il y a d'êtres vivants sur Terre. J'ai évidemment mes propres biais aussi. Je sais déjà à l'avance que je vais être fortement peut-être critiqué par rapport à cette présentation. Ben, voilà, c'est comme ça. Mais dans ceux qui feront cette critique, je tiens déjà à le dire, essayez de voir quelles sont vos compétences pour éventuellement poser une critique. Est-ce que vous avez déjà une formation, par exemple, complète en ostéopathie? Est-ce que vous avez une formation complète en thérapie manuelle? Est-ce que vous avez des compétences scientifiques, notamment un doctorat, etc. Parce que voilà, je pense que pour critiquer quelque chose, pour pouvoir le comparer, il faut, ici, par rapport à ces deux choses-là, il faut avoir, je pense, ces trois compétences. Il faut avoir fait ces trois choses. Je pense que c'est mieux, personnellement. Il faut critiquer quelque chose qu'on connaît et pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, un kiné qui critique l'ostéo sans avoir fait l'ostéo, je n'aime pas trop. Un ostéo qui critique la kiné sans avoir fait la kiné ou la thérapie manuelle, je n'aime pas trop non plus. Parce que pour moi, il y a une complémentarité quand même à certains endroits. Et je pense que c'est un problème de communication, peut-être de peur entre les professions, etc. Et je crois qu'il y aurait moyen que les choses, j'espère, un jour s'améliorent. Donc voilà, merci pour votre écoute, portez-vous bien, et je termine ici par une petite boutade, comme on dit. À bientôt.